Bien, donc, comme je disais, en étant clinicien au contact des victimes, il est difficile de rester absolument objectif. C'est pourquoi aussi j'enseigne. J'enseigne la victimologie, c'est-à-dire donc cette étude du comportement des victimes, comme a dit Françoise Odetsky, pour permettre aux victimes disons, de refaire surface. Mais j'aimerais parler aussi d'une manière un peu crue, je m'excuse pour ceux qui ont été victimes d'attentats, mais pour les autres c'est important. Qu'est-ce qui se passe lors d'un attentat? Parce qu'on en parle d'une manière un peu théorique, on peut être touché lorsqu'on voit cela dans les médias ou en lisant des articles, etc. Mais ceux qui ont vécu ça, je parle des survivants, eh bien, ils sont plongés brutalement dans une espèce de, on va dire, d'angoisse incommensurable, on ne peut pas définir, une néantisation, un effroi, une sensation de mort imminente, effroyable. Subitement, les personnes ont tout dit cela, un sentiment de dépersonnalisation. On ne sait plus ce qui se passe, on est complètement sidéré. Alors, le corps est souvent atteint, disloqué, l'audition ne fonctionne pas à cause du bruit énorme, la parole est perdue. Certains avaient l'impression qu'ils criaient, mais ils ne criaient pas, mais ils pensaient qu'ils criaient. D'autres ont dit, une femme m'a dit, j'étais là, je pensais que je marchais, je ne marchais pas. Je me suis rendu compte que finalement, j'avais une jambe complètement ensanglantée, je ne pouvais plus marcher. Bon, je m'excuse de parler ainsi, mais c'est de ça qu'on parle en fait, lorsqu'on parle du terrorisme. On ne parle pas de théorie, on parle de pratique, c'est-à-dire de choses qui sont horribles. Ce qui va se passer ensuite, c'est ce sentiment de honte, de dévalorisation de soi et de culpabilité. C'est ça qui est terrible. La plupart des victimes, des véritables victimes, se sentent coupables. Alors pourquoi elles se sentent coupables? Je pense à une mère de famille qui a perdu son fils. Elle me dit, si je l'avais réveillé 5 minutes plus tard, eh bien, il ne serait pas mort parce que l'autobus, il n'aurait pas pris cet autobus-là et cet autobus n'aurait pas explosé. Et elle ne sort pas de cette culpabilité. Pour elle, c'est elle la responsable. Vous voyez, donc c'est ça aussi le but du terrorisme, c'est d'arriver à mettre une chape de culpabilité sur toute une population et ensuite, par effet radioactif, on va dire, eh bien, on gagne l'ensemble de la population. Alors, évidemment, on peut parler de ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. C'est un terme médical en psychotraumatologie et en traumatologie qui va être là, qui va entraîner une tristesse incommensurable, des peurs, des crises de larmes non contrôlées, des remémorations fréquentes de l'attentat dont on n'ose pas parler, parce qu'on va le dire à qui? En famille, le dire au conjoint, mais c'est pas sûr qu'il pourra le supporter. On va le dire aux enfants, ou les enfants vont le dire aux parents, etc. Des idées suicidaires, des idées folles aussi, l'impression pour pouvoir, disons, récupérer, d'être Rambo. On appelle ça d'ailleurs en victimologie le syndrome de Rambo, c'est-à-dire qu'on va s'imaginer pouvoir faire justice soi-même. Honte, indignité, parce qu'on a l'impression qu'on est impuissant, qu'on ne peut rien faire. Fatigue, asthénie, toutes ces douleurs diffuses, même si on est guéri après, sur le plan physique. Sentiment d'exclusion aussi, d'être à part, parce que la plupart des gens n'aiment pas entendre les victimes. Françoise Odetsky parlait des procès, où la victime est en général mise de côté, mais également dans la société. On n'aime pas les victimes parce que les victimes, ça fait peur. Ça fait peur, ça nous renvoie à beaucoup de choses, soit même à la peur de la mort dont a parlé notre précédent orateur. Et surtout, il y a un vécu d'injustice. Culpabilité et injustice, c'est-à-dire l'impression d'être complètement impuissant. Évidemment, il y a une prise en charge médicale qui s'opère, ça dépend des pays, évidemment. Des pays qui sont exposés beaucoup au terrorisme, en général, font l'effort d'avoir des soignants, mais les soignants eux-mêmes. Il y a un article qui est paru dans la revue Victimology en anglais, qui parle justement des intervenants et des soignants. Qu'est-ce qui va se produire chez quelqu'un, comme moi d'ailleurs, qui s'occupe en permanence des victimes? Eh bien, il y a d'abord évidemment un sentiment de fatigue sur le plan émotionnel, mais aussi une compassion exagérée, et qui, au bout d'un certain temps, va faire qu'on n'est plus du tout objectif.
C'est-à-dire que s'il y a un conflit, on peut très bien se sentir entraîné par les victimes dans ce conflit, parce qu'on est complètement compassionnel. Donc là aussi, il y a besoin de prise en charge, d'aide de ceux qui travaillent auprès des victimes, que ce soit médecins ou psychologues, etc., ou assistants sociaux et tout ça. Parce que là aussi, l'objectivité peut disparaître. Alors, je vais vous parler maintenant de deux cas rapidement, hein, parce que je pense que c'est, encore une fois, je veux amener les choses sur un plan pratique. J'ai suivi un enfant qui... non, j'ai d'abord un monsieur, un jeune homme, qui est allé avec le fils d'un de ses amis de 12 ans pour aller manger une pizza dans un petit restaurant. Alors, arrivé sur les lieux, ça va, vous entendez, c'est pas trop, ça explose pas. Arrivé sur les lieux, il a entendu un bruit énorme, qui l'a rendu sourd immédiatement, comme j'ai dit. Il s'est retrouvé à 15 mètres de là, il se demande comment, c'est-à-dire que est-ce qu'il a été soufflé, ou alors lui-même est parti comme ça. Il avait les jambes et les bras en sang. Il errait, il criait en permanence le nom du jeune garçon. Mais le son ne sortait pas, il n'entendait absolument rien. Et en fait, le jeune garçon était déchiqueté devant lui. Depuis, cette image le hante complètement. Il a passé 15 jours à l'hôpital. Il a retrouvé l'usage de ses jambes, pas de sa main gauche. Il est resté sourd d'une oreille. Il entend des bruits stridents, ce qu'on appelle les acouphènes, en permanence dans sa tête. Et le plus douloureux pour lui, c'est effectivement la culpabilité qu'il ressent à l'égard de ses amis à cause de la mort du garçon. C'est-à-dire que même si ces personnes, je le répète sans cesse, qui n'est coupable de rien, eh bien, ils se sentent immensément coupables. Voilà donc le premier cas. Ensuite, je conclurai, je ne vais pas être très long. Deuxième cas, donc, c'est un enfant de 10 ans qui, lui, a été dans un attentat, le bus scolaire a explosé. Donc, il revenait de l'école, et puis, tout d'un coup, bon, tout explose. Lui était au fond de l'autobus, donc il n'a pas été atteint physiquement. Il a été protégé par, on va dire, les corps des autres, et tout d'un coup, il a vu les corps déchiquetés de ses petits camarades. Il a entendu les cris des survivants, il a senti l'odeur de grillé. Je m'excuse d'être aussi précis, mais tout ça, ce sont des choses qui arrivent aux victimes. Et lui, alors, il a voulu réagir en devenant Rambo, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en collectionnant des balles de fusil, en essayant d'avoir des couteaux, etc., etc. Il cachait tout sous le lit dans sa chambre, ce qui était absolument affolant pour ses parents. Mais surtout, sa question lancinante, c'était pourquoi Dieu permet-il que des enfants soient tués? Voilà, donc je vais lire juste ce qu'il a écrit. Quand j'étais devant l'attentat, j'étais très inquiet. Ça me reste jusqu'à maintenant. Je pense toujours, comment c'est possible qu'un terroriste tue des innocents? Je comprends que les soldats attrapent les terroristes. Dans chaque pays, partout, on attrape des criminels, mais pas des innocents. Et aussi, je ne comprends pas comment moi, un petit garçon, je dois me battre contre un gros attentat, me battre dans ma tête. Donc, vous voyez, c'est de ça que je voulais parler. C'est-à-dire qu'il y a une espèce on va dire, de radioactivité qui est là, en permanence, et qui va entraîner les victimes si elles ne sont pas prises en charge, et même si elles sont prises en charge, mais si elles ne sont pas prises en charge, c'est pire, c'est-à-dire dans une espèce de vécu de mort permanente. Et que lorsqu'il s'agit d'un enfant, c'est encore pire, parce que qu'est-ce que cet enfant me disait? Je ne peux rien faire. C'est pour ça qu'il pensait être Rambo. Maintenant, je ne vais pas être plus long, je voulais simplement dire une chose, c'est que Françoise Rudetsky a très bien montré que c'est très compliqué d'amener en justice les terroristes. Pourquoi? Parce que des facteurs politiques, économiques sont là. Donc on est toujours confronté à la raison d'État, pour parler ainsi, de chaque pays. Pourtant, lorsque par exemple on m'occupe des femmes battues, il est toujours important aussi de s'occuper de l'homme battant. C'est-à-dire que l'homme battant est un malade et il faut le soigner. Parce qu'autrement, ça recommencera. Si ce n'est pas avec cette femme-là, il recommencera avec une autre femme. Moi, je pense qu'effectivement, ce qui se passe dans la tête du terroriste, il va se faire exploser, par exemple, c'est qu'il a subi un appauvrissement de sa pensée. Un appauvrissement de sa pensée qui a fait qu'il a été ramené à une indistinction du bien et du mal, parce qu'il a subi comme un lavage de cerveau
Je ne parle pas des idéologies là, je parle sur un plan psychologique. Or, arrivé à cet état-là, eh bien, cet appauvrissement de la pensée, il n'est plus un humain, il est devenu un monstre. Et il est capable de se faire exploser ou de tuer, etc. etc. Vous savez, dans chaque armée, on prend des soldats, on les met dans les conditions des classes. D'ailleurs, classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les ramène à l'école, qu'on en fait des petits garçons. Et on va commencer cette formation, entre guillemets, à tuer. Et je dois reconnaître, même moi, quand j'avais fait mon service militaire, je me suis vu moi-même, alors que vraiment j'ai horreur de l'armée, mais je me suis vu moi-même commencer à rentrer dans le jeu comme ça, c'est-à-dire à vouloir tuer. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui, non seulement sur les victimes du terrorisme, évidemment, comment les aider, que ce soit sur le plan juridique, médical, psychologique, etc., mais également comment envisager le démantèlement de la pensée qui amène ces gens à des actes aussi horribles. Merci.